télécharger illégalement son film. Ou bien l'acheter de manière régulière. Ne pas payer son parc-mètre. Ou bien payer son parc-mètre. Sommes-nous vraiment honnêtes finalement? Aujourd'hui, on va vous dévoiler ce que révèlent les sciences comportementales sur ce sujet un petit peu tabou de nos petits arrangements avec l'honnêteté et comment lutter contre la fraude. Attention, ça peut piquer un peu. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre des méchants. Nous-mêmes, nous pouvons nous considérer comme des gens honnêtes et en même temps avoir parfois des comportements un peu borderline, voire carrément malhonnêtes. Alors, comment ça s'explique ça? En fait, les sciences comportementales tendent à montrer que nous sommes tous tiraillés par deux motivations contraires. D'un côté, l'envie de tricher un peu pour maximiser nos intérêts, et de l'autre, l'envie de ne pas dégrader l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais dans cette balance, certains éléments contribuent à nous faire basculer du côté obscur de la force. Alors le premier élément qui favorise la malhonnêteté, c'est que le risque encouru paraisse moins élevé que le bénéfice attendu. Ah ouais, ça peut paraître évident, ça n'en est pas moins vrai. Regardez le cyclisme, il y a encore quelques années, les analyses d'urine des coureurs brillaient dans le noir tellement il y avait de trucs dedans. Alors qu'aujourd'hui, grâce au renforcement des contrôles, on pourrait presque s'en servir pour l'irrigation de culture bio. Et ces contrôles, ils peuvent être réels ou factices. Une expérience des chercheurs de l'université de Newcastle a par exemple démontré que les personnes se comportaient de manière plus honnête si on leur affichait la photo d'une paire d'yeux qui les regardait fixement. Donc oui, un environnement qui nous semble contrôlé permet d'imiter la fraude. Un deuxième élément qui accroît les comportements frauduleux ou malhonnêtes, c'est que l'on se tienne éloigné de tout rappel moral. Et oui, c'est bête, mais c'est comme ça, plus on est exposé à des éléments liés à la morale, plus cela nous force à nous jauger inconsciemment selon ces critères moraux. En gros, ce qu'essaye de vous expliquer Patrice, c'est que plus on est exposé à des rappels de moralité, plus on va éviter la malhonnêteté pour pouvoir continuer à se regarder dans le miroir. Ainsi, par exemple, des étudiants dont le test porterait sur des questions autour des 10 commandements tricheront infiniment moins que si le test porte sur des questions de culture générale. Alors, quand on sait par exemple que la fraude sur les notes de frais est estimée à 700 € par an et par salarié, on pourrait soit inciter tous les collaborateurs à faire leur prière tous les matins, soit s'inspirer d'expériences qui fonctionnent, comme la charte des frais de Netflix, qui est constamment sous les yeux des employés et qui tient en une phrase « Agis dans les meilleurs intérêts de Netflix ». En revanche, dans une entreprise où la valeur suprême ne serait pas le client ou l'éthique, mais plutôt, par exemple, l'obéissance absolue au chef, eh ben, ça pourrait donner des trucs comme le Dieselgate chez Volkswagen. Enfin, le dernier élément qui favorise la malhonnêteté, c'est que le fraudeur puisse justifier ses actes en les recatégorisant. Ça nous est d'ailleurs tous arrivé un jour ou l'autre et on est même plutôt imaginatif pour y parvenir. Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Par exemple, prenez quelqu'un qui piquerait un peignoir à l'hôtel, il va forcément se dire des phrases du style « tout le monde le fait, c'est acceptable, de toute façon l'hôtelier répercute le prix des peignoirs dans le prix, donc ça serait même un peu bête de ne pas le prendre. » Voilà. Et aussi dingue que cela puisse paraître, ce mécanisme que l'on utilise pour un peignoir est aussi le mécanisme qu'un type comme Madoff utilisait pour se rassurer en se disant « c'est pas grave, c'est une situation temporaire, je ne laisse donc personne ». Ouais, in fine, c'est une fraude à 150 milliards de dollars quand même. Hein. Avec ça, il aurait pu s'acheter 882 millions de peignoirs au Ritz ou bien 7 milliards 900 millions de vestes à paillettes chez Wish. Là aussi, il y a des situations qui favorisent plus la recatégorisation. C'est par exemple psychologiquement plus facile de dire à son assureur qu'on s'est fait voler pour 1000 € de bijoux au lieu de 500 que d'aller piquer 500 € de cash qui traînerait sur le bureau de votre conseiller assurance. Donc pour résumer, les trois ingrédients qui favorisent la malhonnêteté sont le rapport bénéfice-risque, l'éloignement des standards d'honnêteté et troisièmement la recatégorisation. Petit challenge pour la fin, il faut que tu trouves quel est l'amoureux de l'honnêteté qui a dit « Ma devise, c'est le service public ». C'est beau. Ensuite, note son nom en commentaire, on tirera au sort un gagnant parmi toutes les bonnes réponses, sans tricher, promis, et on lui enverra un cadeau exceptionnel qui transformera sa vie, sa carrière, et lui apportera prospérité, santé sur 4 générations. Si,
si, c'est vrai. Enfin, pas vraiment, mais en vrai, on lui enverra un cadeau super sympa. Allez, à bientôt. À bientôt. Ça va? Pourquoi vous fraudez, monsieur? Parce que j'ai perdu mon passe Navigo. Oh, bon, ça va, c'est une bonne excuse. Allez-y.